Je m'appelle Ryan, j'ai 43 ans. Je suis d'origine malgache. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Donc, je suis légionnaire depuis un petit peu moins de 20 ans. J'ai été paramédical donc à l'armée. Mais avant d'être paramédical, j'étais GB, grenadier voltigeur. Être légionnaire, c'est déjà un état d'esprit. C'est souvent des personnes d'origine étrangère qui s'engagent dans l'armée de terre, donc à la Légion étrangère, à titre étranger. Quand je suis arrivé dans ma première affectation, j'avais été affecté au 1er régiment étranger de génie à Loudun. Je suis arrivé, jeune légionnaire, mais je ne connaissais rien encore du régiment, donc il a fallu faire un mois ou plus, je ne me rappelle plus exactement, de formation initiale, c'est-à-dire la spécificité du régiment. C'est un régiment de génie combat, donc c'est tout ce qui est explosif, tout ce qui est mine, franchissement. Au bout de ces quelques semaines de formation initiale, après, on est affecté dans une compagnie de combat. En fait, on est employé en tant que grenadier voltigeur. En fonction des places, de nos qualités, de nos compétences aussi, on peut nous proposer d'évoluer. Moi, j'ai choisi le métier de paramédical. Je suis resté quelques années en compagnie de combat en tant que GB. Je suis passé caporal, donc chef d'équipe. Et après, j'ai fait ma spé, j'ai évolué et après, j'ai fini en antenne médicale. Donc à Madagascar, j'ai fait quasiment toute mon enfance. Je suis né à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar, je faisais du sport, je nageais beaucoup. Petit-fils à papa, qui passait son temps à vivre ma vie de jeunesse, à gaspiller l'argent des parents. J'ai déjà entendu parler de la Légion, mais pour moi, la Légion, à l'époque, c'était quelque chose d'inaccessible. Ça demandait beaucoup d'investissement, beaucoup d'entraînement, il y avait beaucoup de contraintes. J'arrive de Madagascar en 99 ou 2000, je ne me rappelle plus exactement. J'avais été inscrit à la fac de droit. La vie d'étudiant, on se lève le matin, on prend les transports en commun, les heures de cours, puis on se rend compte que ça devient une routine en fait. J'ai du mal avec la routine, moi il me faut quelque chose de nouveau qui me donne l'envie de me lever en fait. Avant de prendre ma décision pour m'engager, donc je me suis renseigné. À l'époque il n'y avait pas encore des sites ou quoi que ce soit, c'était juste des pubs qu'on voyait dans les gares. Je me rappelle encore, c'était marqué « Change ta vie », un truc comme ça. J'avais la chance d'avoir des amis proches qui étaient déjà légionnaires, des gars avec qui j'étais à l'école, avec qui j'étais au lycée, avec qui j'ai joué quand j'étais jeune, qui m'ont un peu guidé. Je me suis entraîné pendant quasiment un an et demi. J'allais en cours, j'avais un petit boulot, j'avais un boulot d'étudiant. Et en sortant du boulot, j'allais courir quasiment du lundi au samedi, voire des fois le dimanche même. Après chaque séance de footing, j'allais à la piscine, j'allais nager. Je faisais pas mal d'exercices de renfort musculaire aussi, des tractions, des pompes. Un bon matin, j'annonce à ma copine de l'époque que j'allais m'engager à la Légion. J'avais déjà tout préparé et le lendemain, j'ai pris mes affaires et je suis parti, je me suis engagé. Au gré de ce que disaient les gens autour de moi sur la vie militaire, sur la Légion surtout, il y avait beaucoup d'a priori. La famille n'était pas forcément d'accord. Les oncles, les tantes, les cousines, les cousins... Je suis fils unique. J'avais toujours des remarques un peu déplacées de la famille qui disaient de toute façon, toi, tu ne vas pas faire grand-chose une fois que tes parents ne seront plus là. En gros, tu ne vas rien faire. À ma mère, j'en ai vite fait parler. À l'époque, elle me disait si c'est ton choix, écoute, pourquoi pas. Mais en fait, je lui ai pas vraiment dit que ma décision elle était prise. Comme rien n'est facile, il y a eu quelques obstacles, notamment des problèmes de santé. Je crois, si je me trompe pas, je me suis blessé une semaine avant de m'engager. Donc j'avais eu une entorse au genou. C'était problématique de ne pas être blessé quand on s'engage. Mais bon, j'avais plus le choix, il fallait y aller parce que le temps est compté. C'était pas ce qui me posait le plus de problèmes en fait, parce que quand je suis arrivé à l'antenne médicale pour passer mes visites, j'avais eu une carie. Donc on m'avait recalé la première fois pour ça, donc j'avais pas été retenu. On m'a demandé d'aller me soigner et de revenir 2 mois plus tard. 2 mois après, j'y suis retourné et j'ai été accepté. Voilà. J'avais pas de nouvelles de ma mère et elle n'avait pas de mes nouvelles non plus. Pendant plusieurs mois, parce que quand on fait ses classes, on n'avait pas accès au téléphone. Et je me rappelle à l'époque,
Quand on recevait des courriers, parce qu'on recevait quand même des courriers, les cadres ils nous faisaient pomper en fonction du nombre de courriers qu'on recevait. Et ça, c'était marrant parce que dans la vie civile, quand le facteur il vient déposer le courrier dans la poste, il ne vous demande pas de pomper. Et nous, en fait, quand on recevait les courriers, on pompait. La marche Képi Blanc, à la fin du premier jour, j'avais une entorse au talon d'Achille. Donc ma cheville commençait à gonfler, gonfler, gonfler. Mais il fallait que j'atteigne mon objectif. Donc il fallait que j'obtienne ce Képi Blanc, ce fameux Képi Blanc. Et dans ma tête, je me dis, il faut que je réussisse. C'est ma fierté. C'est aussi montrer à ma famille que je suis capable de faire quelque chose. Mais surtout, il faut que je réussisse pour que je puisse enfin donner des nouvelles à ma mère. Donc je pensais à ma mère, du coup, avec les larmes aux yeux et la douleur au talon. Je marchais. Je serrais les dents et je marchais. À la fin de la première journée, donc bivouac le soir, toute la section est regroupée autour du feu, à boire du vin chaud, à chanter. Chacun y chante une chanson de son pays d'origine. Moi, j'étais le seul malgache, donc je chantais tout seul. Je disais à personne que j'avais mal et puis je montrais à personne que j'avais mal. Je n'avais pas retiré mes rangers. Du coup, pour dormir, j'ai dormi avec les rangers sales dans mon sac de couchage, justement parce que j'avais eu peur que si je retirais mes rangers, j'allais plus pouvoir les remettre le lendemain parce que tellement ça faisait mal. Donc j'ai continué la marche Képi Blanc le lendemain avec la douleur. Et à la fin de la marche, c'était plus possible, c'était très difficile. Donc je commençais à boiter. Et puis les cadres, ils ont vu que ça n'allait pas. Ils m'ont demandé si je voulais arrêter. J'ai dit non, j'arrête pas, je continue. À la fin de la marche, il fallait se changer, se mettre en tenue de parade pour la remise du Képi Blanc. Et j'avais eu peur parce que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir remettre mes rangers en fait. Et au final, j'ai forcé, j'ai réussi à les mettre. Remise de Képi Blanc avec fierté. Enfin, c'est le but final en fait, c'est mon objectif. Donc j'ai atteint mon objectif. Maintenant, à partir du moment où j'ai coiffé le Képi Blanc, je suis officiellement légionnaire. Et c'est le début d'une autre vie, c'est une nouvelle aventure qui commence. On est conscient qu'à partir du moment où on coiffe le Képi Blanc, on sait très bien que notre vie est à risque. À partir du moment où j'ai coiffé ce Képi Blanc, c'était de vivre la grande aventure du légionnaire, comme tous les autres légionnaires d'ailleurs, c'est-à-dire partir en mission, voyager, partager des moments de cohésion avec les copains, avec les collègues, apprendre de la vie en fait, difficilement parce qu'il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est aussi un choix. On arrive à Castel, le début de la grande aventure. Je me rappelle, il pleuvait, il faisait gris, ça casse le moral directement. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu? Il y a le regard des autres légionnaires qui sont là déjà, qui sont un peu plus anciens, qui nous prennent pour des petits bébés en gros. Mais on s'accroche et on se dit, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Dans la vie civile, il y a l'aspirateur. À la Légion, il n'y a pas d'aspirateur. C'est balai, serpillère, éponge, et c'est parti. On frotte, on gratte. Je regrette pas parce que c'est une école de la vie, la Légion. Ça m'a rendu ce que je suis devenu maintenant. Je comprenais pas pourquoi en fait on me demandait toujours plus, toujours plus. C'est pas assez, il faut faire plus encore, plus. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il y a des barèmes. La Légion ne veut pas que ces soldats soient moyens. La Légion veut que les légionnaires soient à la perfection, qui se donnent au maximum. C'est devenu un challenge. On cherche nos limites. D'ailleurs, je ne connais toujours pas mes limites. On va chercher à aller au-delà de ce qu'on peut faire. J'ai vécu l'aventure que j'ai cherchée en fait, parce que je finis mes classes, je finis ma formation initiale. Directement, ma compagnie à l'époque rentrait du Kosovo, permission pour tout le monde, et dans la foulée, on repartait en mission. J'ai eu la chance de tomber dans une compagnie où quasiment une fois par an, la compagnie partait en mission. J'ai eu l'occasion de voyager, de voir beaucoup de pays, voir d'autres pays en fait. Moi, ça m'avait permis de revenir sur l'essentiel et de se rendre compte qu'au final, on ne vit pas si mal en France. On a quand même un confort de vie, on va dire. Ça me permettait aussi d'avoir une ouverture d'esprit. Quand on rentre de mission, on est bien content parce qu'on est rentré, on retrouve le régiment,
On retrouve la famille, notre train-train quotidien, puis on reprend la vie normalement. Au bout de quelques semaines, quelques mois, on a envie de repartir parce que ça devient notre moteur. Et puis il y a eu mon dernier départ où j'avais été très grièvement blessé. Avec pronostic vital engagé. Je le compose. Je vais partir à un endroit donc en début d'année. C'est un lieu que je connais déjà, où j'allais assez régulièrement. Donc du coup, j'ai demandé à changer, à troquer ma place. Mais en contrepartie, j'avais demandé à partir quand même dans l'année. On m'a donc proposé un nouveau départ quelques mois plus tard. Malheureusement, j'avais pas pu partir parce que j'avais eu le Covid et qu'il n'y avait pas assez de temps pour que je me rétablisse avant de partir. En fait, la date de départ était trop proche. Enfin, je suis pas parti sur la deuxième mission qui était prévue. Pendant que j'étais d'astreinte, mon chef m'avait annoncé que j'étais désigné pour partir sur une mission un mois et demi après, ou 2 mois après, je ne me rappelle plus exactement. Pas refusé, hein, parce que j'ai jamais refusé les départs. Au contraire, on est toujours là à demander c'est quand qu'on part, c'est quand qu'on part. Donc j'ai sauté sur l'occasion, quoi. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de changer un peu d'air, j'ai accepté. Pendant la préparation de cette mission, tout se passe bien, pressé de partir, avec beaucoup de volonté d'accomplir cette mission, d'excitation, de besoin, de défi encore, de se dire voilà, c'est une nouvelle mission, il faut se donner au max. Je porte l'image de la Légion, donc il faut que je sois parfait. Quelques jours avant le départ, d'habitude quand je pars, je préviens personne. Enfin, je préviens, j'annonce juste que je pars en mission, mais je ne rentre pas dans les détails. Je ne raconte pas à ma famille qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Enfin voilà, je pars en mission, je pars en mission. Avant de partir sur cette mission, j'avais alerté un peu tout le monde. J'avais appelé ma tante, pas pour lui mettre en garde, mais pour lui donner des consignes. Si jamais il m'arrivait quelque chose. J'avais prévenu ma mère, j'avais prévenu les proches. Au boulot, on avait fait un pot, parce que moi je partais en mission, et entre-temps, les potes qui étaient là, ils allaient être mutés dans d'autres régiments. Qu'à mon retour, on risquait de ne plus se revoir. C'était pour partager des moments aussi conviviaux. Pendant le pot, j'avais des pressentiments. J'avais posé des questions, beaucoup de questions, notamment sur le site où j'allais être affecté. Il y avait un pote qui, lui, rentrait de ce pays, mais lui, il connaissait pas le site. Je m'y intéressais beaucoup, sans savoir que, en fait, j'allais être blessé. 10 jours après que je sois arrivé sur le territoire, on était sur une opération où il s'est passé un événement classique, mais on s'y attend pas. On se dit pas que ça pouvait nous arriver, et que ça n'arrive qu'aux autres. Et en fait, en une fraction de seconde, la vie elle peut basculer. C'était un véhicule piégé avec un kamikaze, donc qui se fait exploser à côté de nous. Quand j'ai vu le véhicule, je savais que en fait, il n'était pas là par hasard. Je vois ma vie défiler et dans ma tête, je me dis c'est mon dernier jour, je vais mourir. Et moi, j'avais été, là c'était polycriblé, donc j'avais été projeté 10 mètres plus loin, je crois. Et là, je me rends compte que je suis vivant. Donc je me relève, vu que c'était une embuscade, on continue le travail. On avait été pris en charge, il me semble, 1h30 après, parce que c'était complexe. J'étais le seul paramédical, j'avais moi-même été grièvement blessé, donc je ne pouvais pas pratiquer. J'ai aidé pour ma prise en charge. On m'opère 2 fois sur le territoire pour me stabiliser parce que j'étais pas transportable pour le rapatriement en France. Et je me réveille plusieurs semaines après dans un hôpital militaire à Paris où on m'annonce qu'en fait je suis un miraculé parce que j'aurais pu y passer. Je rentre pas dans les détails de la blessure parce que c'est assez personnel. On va dire que je reviens de très loin et que quand je suis sorti, on m'a appelé le miraculé. Mais d'ailleurs, on m'appelle encore le miraculé. Quand on connaît les circonstances, quand on
on a vécu ce contexte, la vie elle devient un peu compliquée, dans le sens où on se pose des questions tous les jours. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi je suis encore debout? Alors que je n'aurais pas dû être là. Je sors du coma, il y a un général qui vient me rendre visite, qui me remet une médaille et qui me demande si j'ai des questions, si j'ai une envie particulière. Je lui annonce que, je lui demande de me rééquiper, de me réarmer et je demande à repartir. Un peu surpris, mais pas choqué. Il me regarde, il regarde les médecins et là il me dit « Mais monsieur, je crois que vous vous rendez pas compte d'où on vous a ramené. » J'étais animé par cette envie de repartir. J'avais une détermination en fait. Je sais pas, c'est peut-être une force de caractère personnelle ou c'est la Légion qui m'a rendu comme ça. Enfin, c'est sûr, la Légion aussi m'a rendu un peu comme ça. J'avais demandé à marcher après, je sais plus, quelques heures après que je sois sorti du coma. On m'avait dit que je ne pouvais pas parce que ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'étais alité. Et puis moi, je ne me rendais pas compte en fait de tout ça. Je me suis assis au bord du lit, je me suis auto-verticalisé. Les soignants, ils étaient obligés d'appeler la kiné qui est venue en urgence avec un déambulateur et j'ai marché. Pour moi, il fallait que je me remette sur les pieds pour pouvoir repartir. Je n'avais pas accompli ma mission jusqu'au bout. Je n'avais pas fini ce que je devais terminer, donc il fallait repartir jusqu'au jour où les médecins m'annoncent que c'est terminé, que je ne repartirai plus. Et là, la vie s'effondre. C'est un choix de m'engager à la Légion. La Légion m'a appris beaucoup de choses. La Légion m'a fait grandir. La Légion m'a changé, a fait de moi un homme. Et on vous annonce du jour au lendemain que c'est terminé. Je me suis effondré. C'était très très difficile, vraiment très très difficile. Et heureusement que j'ai pu entretenir encore des relations avec des légionnaires. Je passe assez régulièrement dans mon régiment, mon ancien régiment. Je peux encore voir des gens, des amis, des proches, comme je faisais avant en fait. Je travaille plus, je suis plus actif, mais je suis le bienvenu dans mon ancien régiment. Donc heureusement qu'il reste encore ça, parce que c'est très difficile de se dire que c'est fini. La carrière s'est arrêtée brusquement, involontairement. Alors oui, je suis conscient parce que souvent on me dit « estime-toi heureux d'être vivant », mais à quel prix? À quel prix? Parce que le monde des blessés, c'est un monde à part. J'avais été blessé physiquement, mais je suis blessé psychiquement aussi. J'ai des séquelles qui sont invisibles. Donc je suis suivi pour mes blessures organiques, pour mes blessures physiques, mais je suis suivi aussi pour le reste des blessures. Je suis en pleine reconstruction, on va dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça une chance, un miracle. Je ne sais pas, chacun il l'interprète comme il veut. Mais je suis vivant, je dois continuer à me battre et à aller de l'avant. Je m'accroche à la vie grâce au sourire d'une personne que je ne citerai pas. Qui d'ailleurs ne m'avait pas reconnu quand je suis sorti du coma parce que c'était pas la personne qu'il avait connue. Je m'accroche et je me bats chaque jour. J'essaie d'avancer au mieux que je peux. Je me dis que si je suis encore là, c'est qu'il y a une raison. Déjà, c'était pas le moment, mais c'est aussi parce que j'ai pas fini ma mission. Alors, c'est peut-être plus une mission avec la Légion, c'est une toute autre mission, mais je vais essayer de gérer cette nouvelle mission comme je gérais les missions avec l'armée, avec la Légion. Il faut aller de l'avant, se reconstruire, se relever, saisir cette nouvelle occasion, faire en sorte que la vie se passe mieux et qu'elle soit plus agréable.
Aujourd'hui, j'ai des projets. Lors d'un stage de reconstruction des blessés, j'avais rencontré donc un autre blessé de l'armée de terre avec qui je partage la même passion. On a pour projet de courir un rallye ensemble. C'est un projet qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de bonne volonté. Avant même de m'engager à la Légion, j'étais passionné de rallye, sachant que dans ma famille, il y avait des gens qui couraient. Donc on est en train de monter ce projet dans le but de se reconstruire, mais aussi de véhiculer l'image des militaires blessés, montrer que malgré la blessure, on est encore capable de faire quelque chose. On essaie de s'en sortir et de véhiculer des messages de bienveillance, de courage, de fidélité à l'armée, parce qu'on va essayer de courir en tant que blessé. On souhaiterait vos aides, en fait, ne serait-ce que parler de nous autour de vous. C'est un défi, pas que pour nous, mais aussi pour les gens qui vont nous accompagner, pour nos familles et surtout et aussi pour les autres blessés. Je dis souvent, dans la vie, il n'y a rien de hasard, il n'y a pas d'échec, que des leçons. Si vous rencontrez des difficultés dans la vie, ne les prenez pas comme un échec. Au contraire, servez-vous-en de leçons pour vous relever, montrer à vous-même que vous êtes capable de vous relever, de faire mieux que ce que vous avez fait avant. Et faites les choses pour vous, pas pour les autres surtout.